Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prompt Fiction, le podcast Data et IA du groupe Exact. Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi Bonjour qui t'ai Arthur. rencontré il y a déjà quelques temps de pouvoir faire ce podcast aujourd'hui. Et avant tout parce qu'on sait que l'intelligence artificielle c'est avant tout une question d'humain. Est-ce que tu pourrais te représenter? Parce que ton parcours est assez atypique. Tu es passé par Amazon, tu as été entrepreneur, maintenant tu travailles au sein d'un grand groupe bancaire français. Je te laisserai le présenter. Comment en es-tu arrivé là? Bonjour Arthur, merci beaucoup pour l'invitation. Donc je le disais, Jonathan, ingénieur de formation, je suis ingénieur civil de formation et dès ma formation, j'ai travaillé sur de l'IA. Alors à l'époque, c'était non pas de l'IA conversationnelle comme on l'a aujourd'hui, mais à 10 ans, c'était pour optimiser la taille des poutres. Je suis ingénieur civil. Puis après, j'ai travaillé quelques années dans le conseil. Puis, comme tu l'as mentionné, longtemps pour Amazon, où là, j'ai pu implémenter des solutions alors, d'IA, ou plutôt IA traditionnelle, d'optimisation, de recherche opérationnelle. Et aujourd'hui, après avoir fait encore un peu de conseil, je travaille pour un grand groupe bancaire français où je suis et j'ai le rôle de stream leader IA. Et je t'expliquerai un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire être stream leader IA pour un groupe bancaire et qu'est-ce que ça veut dire l'IA dans la banque en 2026. Effectivement, donc aujourd'hui, et c'est un peu c'est ce qui a fait naître entre nous dans notre précédent déjeuner l'idée d'un podcast ensemble. Tu occupes une position stratégique assez rare parce que tu es à la croisée justement à l'innovation technologique d'un côté et des contraintes opérationnelles, donc d'une banque aussi on peut la nommer qui est banque BNP. BNP Paribas. Et donc ton rôle, d'après ce que tu m'expliquais, je pense que c'est un peu l'objectif de ce podcast de rentrer en détail. Là-dedans, c'est de trier, évaluer, piloter les cas d'usage pour éviter les doublons, mesurer la rentabilité et s'assurer que l'intelligence artificielle crée de la valeur qui est tangible et mesurable. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur et réfléchir à ces différents sujets, sur les opportunités, les freins et surtout comment, dans ta position, on fait les bons choix. Et donc, comme j'aime bien le faire dans chacun de nos podcasts, on va avoir trois grandes parties pour organiser notre pensée. La première, ça va être la sélection et stratégie. Comment on choisit les bons cas d'usage? Donc, c'est pas moi je n'ai que la question, tu as les réponses. Comment on implémente? Donc, implémentation et défis en deuxième partie. Les enjeux spécifiques du secteur bancaire, sécurité, régulation et gouvernance. Et j'imagine qu'on aura beaucoup de choses à dire. Et la dernière chose, la vision prospective. Et je finirai par la question que j'aime bien poser à tous nos invités. Je te l'ai pas livrée encore, je te la livre à la toute fin pour laisser un peu de suspense. Et donc la question de la vision prospective, ce sera pour toi notamment, où va l'IA dans la banque et dans ton quotidien professionnel. Donc si je recommence donc sur notre premier bloc, premier chapitre, sélection et stratégie et sélection des cas d'usage. Jonathan, tu es en quelque sorte la porte d'entrée des projets IA dans l'organisation. Comment tu fais? Comment tu sélectionnes le cas d'usage? Quels sont tes critères? Petit retour en arrière avant de parler des cas d'usage. Tout le monde a entendu parler maintenant, près de 3 ans, de l'IA avec l'avènement de ChatGPT et des autres LLM. Mais l'IA dans un groupe bancaire, on la pratique depuis plusieurs, plus de 3 ans. On a utilisé des modèles de scoring pour évaluer les risques portent nos clients, les risques que la banque prend auprès de ses clients et partenaires. Donc, c'est pas nouveau pour nous d'utiliser de l'IA dans la banque. Donc, on sait faire. On sait faire. Il y a des processus de gouvernance qui allient la participation des métiers, la participation de divers acteurs dans la banque, que ce soit au sein des équipes des front office, des back office, du central, qui permettent d'arriver avec des nouveaux cas d'usage, des nouvelles idées. On a des sessions de brainstorming comme on peut avoir dans toute boîte, des retours de cas d'usage auprès de partenaires et auprès de confrères d'autres banques. On a une veille technologique, si je peux dire. Et ensuite, lorsqu'on décide de choisir un nouveau cas d'usage, on va regarder un certain nombre de caractéristiques pour choisir si oui ou non il est pertinent d'avancer. Je le rappellerai avant toute chose, il faut que ça fasse un sens économique à la fois pour la banque et un sens pour nos clients, parce qu'on ne va pas déployer des cas d'usage uniquement pour
s'amuser, je dirais. Si on veut faire des proof of concept, des POC, ça, on peut le faire, mais uniquement si on a une vision de comment on peut industrialiser la chaîne. On l'oublie, mais la banque sert des millions de clients, et donc on a besoin d'avoir quelque chose qui puisse servir tout le monde et qui ne soit pas uniquement un cas pour quelques personnes uniquement. Pour rappel, je travaille au sein de la banque commerciale, donc c'est-à-dire la banque de retail, la banque de détail de ce groupe français euh, au sein de la partie France. Et donc, pour répondre à ta question, comment on choisit un cas d'usage? On va d'abord regarder la valeur. C'est important d'identifier si oui ou non il est pertinent de faire. Deuxième chose, on va regarder tout ce qui est l'environnement technologique. Est-ce qu'on a l'assise technologique pour le faire, aussi bien côté data que socle technique? On va bien évidemment pas se lancer dans un projet s'il y a une refonte très proche d'un parcours, d'un process qui arriverait. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc on a vu la rentabilité, l'événement technologique. La troisième chose, tu le mentionnais juste avant, c'est au niveau des risques, des risques de protection des données personnelles, des risques de conformité vis-à-vis de l'IA, des risques de gouvernance qui pourraient mettre à mal l'avancée d'un projet. Et ensuite, lorsque tous ces éléments-là vont être faits, on va faire une préétude pour identifier quelles sont les composantes, les prérequis à la fois du côté des métiers que du côté de l'IT pour savoir combien ça va nous prendre de temps, quelles seront les manières d'avancer. Donc c'est ça qui va nous permettre de définir si oui ou non on avance avec un cas d'usage. Et alors, peut-être juste donc, pour revenir sur ton rôle donc, de stream leader, est-ce que tu peux nous donner un exemple justement où voilà, avec, tu pourrais nous donner le process, la timeline, les différents éléments qui ont permis d'aboutir à un résultat? Très clair. Je pourrais mentionner un des premiers cas d'usage sur lequel j'ai personnellement travaillé, c'est l'amélioration des parcours d'octroi de crédit immobilier. On a réussi à identifier avec les personnes en charge de créer les parcours. Donc pour rappel, pour donner un peu de contexte, lorsqu'on va à la banque et on demande un crédit immobilier, la banque doit étudier un certain nombre de pièces pour voir si oui ou non elle peut octroyer un crédit selon des critères qu'elle a établis et qui ont aussi été établis par les institutions légales. Et on va donc étudier une fiche de paye, un compromis ou une promesse de vente, d'autres éléments relatifs au cadastre, un DPE, le diagnostic de performance énergétique, et d'autres documents. Et ces documents étaient jusqu'alors lus à la main par un conseiller qui prenait du temps à lire les informations. On s'est dit que c'était une bonne idée de voir si on pouvait utiliser de l'IA en complément des technologies historiques que représente l'OCR, Optical Character Recognition, qui nous permettait d'identifier du texte, mais qui ne nous permettait pas d'identifier les bons bouts de texte dont on avait besoin. Et donc mon rôle a été d'identifier les documents, d'identifier quelles étaient les informations à récupérer, et ensuite d'estimer quel était le gain potentiel, à la fois pour la banque et pour nos clients. Et au bout d'un an de travail, on a réussi à déployer des modèles qui ont permis de réduire le temps d'octroi de crédit immobilier de 5 jours. Et ça, c'est un succès pour toutes les équipes qui ont travaillé dessus. Et donc, tu parles de gain de temps. Est-ce qu'il y avait d'autres dimensions sur lesquelles vous avez eu des gains du fait de l'utilisation de l'IA? Effectivement, le gain de temps n'est pas la seule composante sur laquelle on a regardé les gains pour la banque. C'est aussi l'avènement de l'IA permet de fiabiliser les informations. Pour nous, et je le soulignerai, c'est très important que le but, c'est d'utiliser l'IA de manière responsable. Et responsable, c'est à la fois responsable en termes d'impact écologique, mais aussi en termes d'impact pour nos clients et d'impact vis-à-vis de la fiabilité des informations qu'on récupère, et en particulier, typiquement sur une fiche de paie ou un compromis où les informations ne sont pas au même endroit, on s'est rendu compte que l'IA permettait
d'améliorer la fiabilité des informations reçues et donc de fiabiliser euh, les crédits offerts à nos clients. Et comment ça transforme le métier finalement? De fait, avant, il n'y en avait pas, donc il y a beaucoup plus de temps passé à l'analyse de documents. Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça crée comme opportunité? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que ça peut créer, le fait d'amener de l'IA? L'IA redonne du temps à nos conseillers redonne du temps aux conseillers pour passer plus de temps avec leurs clients. Donc c'est bénéfique à la fois pour la banque parce que ça permet de fiabiliser les parcours. C'est bénéfique pour le client parce qu'il peut être servi plus rapidement, mais c'est aussi bénéfique pour les employés et leur relation clientèle parce que ils permettent de passer plus de temps avec leurs clients, avec le cœur du métier de conseiller clientèle pour les clients de la banque. Donc là, on voit bien comment ça s'organise quand tu reçois des projets et qu'on te demande de les mettre en place. Combien t'en reçois? Quel est le volume, disons, d'initiatives qu'on te demande d'étudier? J'en reçois pas beaucoup. J'en reçois peut-être des dizaines. Parfois, il y a des moments de l'année où on en reçoit plus parce que les gens sont en mode plus brainstorming, ils ont un peu plus de temps, donc réfléchissent à quelle innovation ils peuvent mettre. Et donc, on- mon rôle, c'est d'aider à la sélection et d'éclairer sur ce qui est possible, pas possible. Parce qu'on a l'impression que l'IA, c'est un peu une baguette magique, mais on oublie que avant de mettre en place un projet d'IA, on a besoin d'industrialiser la chose. Et qu'est-ce que ça veut dire industrialiser la chose? C'est de s'assurer qu'on a une fiabilité à la fois des données utilisées, une fiabilité des outils déployés et aussi une fiabilité et une capacité à suivre dans le temps les projets qu'on développe. Euh, et donc, pour répondre à ta question, on en reçoit beaucoup, on sélectionne uniquement les meilleurs, à la fois sur la composante valeur et aussi sur la composante complexité technique et faisabilité d'implémentation. Et du coup, ça t'est déjà arrivé de dire, pour un projet qui te semblait bon, qu'il manquait un des éléments pour qu'il puisse arriver et qu'à la fin, le projet n'ait pas vu le jour à cause de ça? Effectivement, parfois on a des bons projets qui, en apparence, sont des cas d'usage qu'on devrait déployer, mais à cause d'une dépendance technique ou plus simplement d'un parcours qui va plus exister ou va être remodelé, on va, euh, on va reporter ce cas d'usage à une date ultérieure. Si tu devais donner une checklist de 5 questions à se poser avant de lancer un projet IA dans une grande organisation pour que ça crée de la valeur, qu'est-ce que ce serait? La première chose, c'est pourquoi. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le fait pour être une routine d'un parcours existant, d'un processus existant? Donc la première chose, c'est le pourquoi. La deuxième chose, c'est lié à ce pourquoi, c'est identifier la valeur. La troisième chose, c'est identifier les risques technologiques, les risques humains. Euh, donc c'est trois questions clés. Et les deux autres qui suivraient tout naturellement, c'est quel est l'impact environnemental de mettre en place ce nouveau cas d'usage, et enfin d'estimer tout ce qui est toute la conduite du changement à établir pour déployer ce nouveau cas d'usage avec de l'utilisation de l'IA. Et j'en rajouterai un dernier, c'est que parfois on n'a pas besoin d'IA. Souvent, je dis oui, je pourrais implémenter de l'IA, mais je préfère rediriger l'activité vers une autre équipe qui sera mieux que moi résoudre le problème avec moins de ressources, avec des automatismes qui ne nécessitent pas de cette technologie ici. Très intéressant. Et en fait, moi, ce que je procède dans mon boulot tous les jours, c'est que le coût des interfaces tend vers zéro. Donc, le fait de créer une nouvelle interface, une nouvelle IHM, comme on aime bien dire, réduit. Et donc, en fait, ça démocratise la capacité de créer des nouvelles applications. Dans ce cadre-là, dans le cadre de cette démocratisation d'accès à des outils de plus en plus faciles pour créer des applications, pour créer de nouveaux outils, comment tu vois cette tendance s'appliquer dans le secteur bancaire? Est-ce que tu vois une explosion finalement des nouveaux outils qui apparaissent? Alors, tu disais, la création des interfaces homme-machine, IHM, tend vers zéro. Alors, je te dirais peut-être oui, à l'échelle individuelle, utiliser les derniers outils en date pour créer une interface web simple, c'est facile. Je peux faire ça le week-end. Arriver lundi matin,
je doute que si j'annonce ça à mes pairs, ils vont dire c'est une très bonne idée. Et ce pour plusieurs raisons. La première raison, elle est d'un point de vue sécurité. Déployer ces interfaces-là n'est pas sécure. Il faudrait passer plusieurs journées à vérifier qu'il n'y a pas un risque de fuite de données. C'est la première. La deuxième, c'est la fiabilité dans le temps. Ces interfaces sont très bien pour des POC, mais elles peinent à passer le filtre du test sur la durée et de fiabilité sur la durée. Donc c'est les deux éléments. La troisième chose, c'est que avec cette idée-là, on a l'impression de partir dans une fuite en avant en disant que tout est simple, tout peut être déployé vite. Mais le but, ce n'est pas de déployer très vite, c'est de déployer des choses qui sont justes et qui sont pertinentes. Parce qu'avec la multiplication des outils, on le voit dans le domaine bancaire, mais dans d'autres, le but, c'est de servir nos clients et de résoudre un problème pour nos clients. Notre objectif n'est pas de multiplier les outils à disposition, que ce soit de nos clients ou de nos collaborateurs. On va passer à une section qu'on appelle Fast and Curious, qu'on fait dans nos podcasts. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que tu réponds en quelques mots, 2-3 phrases, à des questions. Et donc, l'idée, c'est que tu puisses y répondre de manière assez spontanée. Donc, la première question, c'est est-ce que tu as un projet IA qui t'a vraiment impressionné dans le secteur bancaire? Projet IA qui m'a vraiment impressionné dans le secteur bancaire, je rementionnerai le projet du parcours d'octroi immobilier. Obtenir un prêt, c'est un moment qui est... Quelques mots, j'ai encore plein de questions pour toi après. Ok. Et c'est Un point saillant. un point C1 sur le parcours d'octroi immobilier. C'est un domaine complexe qu'on a résolu avec une solution complexe pour une solution simple. La plus grosse désillusion que tu as eue avec un projet IA? Plus grosse désillusion que j'ai eue avec un projet IA, quand ChatGPT est sorti, je me suis dit c'est bon, tout le monde va utiliser ChatGPT dès demain, et c'est pas comme ça que ça se passe dans un grand groupe. On est bien d'accord. Deuxième chapitre, deuxième partie, implémentation et défis spécifiques. Donc, comme on l'a déjà dit, et tu as déjà commencé à pointer vers ces éléments-là, le secteur bancaire est ultra régulé. Comment gérer ces questions de sécurité, de confidentialité, de conformité réglementaire? On en parlait beaucoup d'open cloud, j'imagine que tu as vu ça, donc des systèmes dans lesquels on laisse plus ou moins les mains libres à des agents qui font sur des périmètres identité globalement n'importe quoi. Évidemment, ça ne peut pas se passer comme ça dans la banque. Malgré tout, vous ne vous empêchez pas de travailler d'avance. Quel est comment vous arrivez à mettre le curseur? Le domaine bancaire est, comme tu l'as dit, un secteur très régulé. Et pour de nombreuses raisons. On ne veut pas que nos clients se retrouvent du jour au lendemain avec un solde sur leur compte qui est changeant, ou bien des conditions de crédit immobilier qui se modifient d'un jour à l'autre. On a pour cela des lois qui sont propres au secteur bancaire, mais on a aussi des lois qui sont génériques et qui protègent les données de nos clients, en particulier le RGPD, et à cela s'ajoute l'IA Act, qui permet de mettre les bons garde-fous au niveau implémentation de cas d'usage IA. Par exemple, on ne va pas s'amuser à utiliser les données de nos clients pour manipuler et leur proposer des nouveaux services en utilisant les émotions qu'ils auraient pu avoir dans un échange avec leur conseiller. C'est totalement impensable. On doit s'assurer qu'il y ait une continuité de service et qu'on respecte les règles que le contexte nous donne, mais aussi qu'on se donne à proprement parler pour que nos clients soient confiants dans la relation qu'ils ont avec leur banque. Et un des points que tu n'as pas encore mentionné, c'est celui de la souveraineté des données. On a vu récemment avec les échauffourées avec les Américains et toutes les tensions géopolitiques qui peuvent exister que on ne peut pas nécessairement faire confiance entièrement aux grands frères de l'autre côté de l'Atlantique. Comment vous organisez, comment vous pensez la souveraineté des données? C'est une très bonne question. La souveraineté des données, ça veut dire et ne pas envoyer les données de nos clients
à l'extérieur du continent européen. La première chose, c'est de ne pas utiliser un outil tel que ChatGPT ou Claude en se connectant directement à leur API et en mettant les données de nos clients. Les données de nos clients doivent être protégées. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de mesures qu'on met en place. Typiquement, sur le dernier projet IA que j'ai travaillé, on n'utilise pas l'API de ChatGPT ou de Claude. On utilise des modèles déployés sur nos serveurs ou des modèles open source qu'on va retravailler, mais en aucun cas de l'information de nos clients ou de la banque sera envoyée sur le domaine public ou à une entreprise concurrente ou une entreprise américaine sur des projets IA. Donc, ce que tu dis, c'est que la souveraineté, en fait, elle ne s'acquiert que par la maîtrise complète de son cycle de calcul, le fait d'avoir des data centers et de créer véritablement une souveraineté physique, quoi, quasiment de la donnée. Exactement, et donc ça fait écho à la question que tu posais tout à l'heure. Est-ce que le coût des IHM tend vers zéro? Si tu as envie de créer un service de livraison à domicile d'huile d'olive, là, il va falloir que tu fasses attention à la connaissance euh, en termes de données de tes clients, mais c'est ça que tu vas devoir protéger. Après le reste, ça sera plutôt simple. Dans le domaine bancaire, on a un certain nombre d'autres informations qu'on doit protéger. L'information de nos clients, l'information de sol. Il y a tout un tas de protections qu'on doit mettre en place. Et c'est pour ça que déjà, ça a un coût. Deuxièmement, on doit s'assurer que la confiance en termes de service est garantie. Et c'est en ça que la souveraineté des données est très importante pour nous. Mm. Tout à fait. Et est-ce que vous travaillez beaucoup sur des certifications? Parce qu'aujourd'hui, le fait de faire se faire auditer par des externes, ça permet justement d'arriver à des bons niveaux de qualité, notamment de protection. Est-ce que c'est des choses que vous faites et est-ce que vous poussez ça? Bien sûr, les groupes Conquer, et en particulier celui pour lequel je travaille, a des certifications ISO, ISO 27001, ISO 27000, et en plus de cela, des checklists avec des centaines de points à vérifier avant qu'on sélectionne des partenaires technologiques ou même des sous-traitants avec lesquels on pourrait travailler afin de garantir une protection de notre SI et également des SI avec des partenaires avec lesquels on travaille. Dans une grande banque, et comme dans toute grande organisation qui travaille avec le numérique depuis 50, 60 ans, le principal problème, c'est l'accès à la donnée. Accéder à cette donnée, bien l'organiser, c'est la base pour faire de l'IA qui soit à peu près correcte, surtout qui prenne des bonnes décisions. Aujourd'hui, toi, est-ce que tu es confronté à ces problématiques de qualité de données et d'accès, typiquement, pour mettre en place les cas d'usage que tu travailles? On a de la chance dans les groupes bancaires. En général, la donnée est disponible. La donnée est disponible, la donnée est traitable parce que le cœur du SI d'une banque, c'est la maîtrise des données de ses clients. Euh, tu l'imagineras bien que la banque doit savoir à tout moment combien ses clients ont dans leur compte. C'est le socle, c'est le socle du service que l'on propose. Donc oui, la donnée est disponible. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de challenge pour pouvoir la valider, la traiter, la mettre en conformité et en concordance avec plusieurs systèmes. Et c'est en ça que euh, lorsqu'on met en place un cas d'usage IA, on inclut dans les prérequis une phase d'analyse des données avec des data scientists, des data analysts qui vont euh, à mes côtés et de nos côtés identifier les données qui sont disponibles et si elles ne le sont pas, comment les acquérir avec différentes méthodes, que ce soit des méthodes sur le terrain ou des méthodes indirectes. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'un projet justement où tu as traité ces questions de data gouvernance, fondamentalement c'est ça, d'accès, et moi je suis assez convaincu que demain tous ces projets seront liés à quatre thématiques. L'accès, donc les personnes, l'identité des gens qui ont accès aux données, les droits qu'ils ont, les données auxquelles ils ont accès, et enfin l'intelligence, les actions qu'ils peuvent appliquer dessus. Comment dans un cas concret tu as pu gérer ces éléments-là? Je vais mentionner brièvement le cas de l'analyse contre la fraude. La banque, une de ses missions, c'est s'assurer que les données et
les virements qui sont effectués entre différentes personnes ne sont pas frauduleux, que ce soit au niveau du virement, mais aussi au niveau de l'utilisation des cartes bancaires ou autres services de paiement. Et pour cela, on doit avoir la bonne donnée. Ces données-là de fraude sont hautement sensibles et ne sont pas disponibles à tous. Donc, il y a toute une gouvernance autour de ces données. Avant même d'utiliser un programme d'IA, on doit voir qui est-ce qui a accès à la donnée, pour combien de temps, avec quel droit, avec quel niveau de granularité. Est-ce qu'on a besoin de tout niveau de granularité à l'échelle de la transaction? Des données agrégées suffisent, donc il faut se poser ces questions-là. C'est des questions préliminaires avant la mise en place d'un projet. Ensuite, tu parlais de l'utilisation de la donnée. Comment on l'utilise? On va l'utiliser au cas par cas. Et on aura des instances de gouvernance qui valident si oui ou non on va partager les données avec qui. Et je peux te mentionner que on a différents niveaux de criticité de données. On a des données qui sont uniquement à usage restreint. Typiquement, les données sensibles de nos clients sur leur état de santé, sur certaines caractéristiques qui pourraient les identifier de manière unique, seront hautement protégées, et d'autres qui seront plus à caractère ouvert, que tu pourrais retrouver sur le site public, seront ouverts à tout public. On va passer au troisième bloc. Juste dans le petit Fast and Curious qu'on va faire, j'aimerais te poser une question un peu plus philosophique sur la responsabilité que tu portes aujourd'hui. Tu es un peu un des fers de différence de l'intégration de l'IA chez BNP, qui j'imagine fait partie des plans stratégiques. En tout cas, c'est une direction que beaucoup d'autres acteurs prennent. Comment tu le vis à titre personnel? C'est intéressant la question que tu me poses, parce il y a 10 ans, quand je commençais à travailler dans l'intelligence artificielle et l'optimisation, je faisais des maths. Je faisais des maths dans ma droit, tout se passait bien et autres. Et c'était une discipline qui était pas mal vue, mais pas tellement regardée. Aujourd'hui, on est sous le feu des projecteurs, et j'ai tendance à dire que il ne faut pas avoir la mémoire courte. Il faut avoir bien sûr l'audace des nouveaux projets et de pouvoir utiliser cette nouvelle technologie qui est pour moi une technologie qui est aussi marquante que l'avènement de l'informatique, de par le changement quasi anthropologique qu'elle amène. Mais en même temps, il faut penser au temps long, et dans les grands groupes bancaires comme dans le génie civil, on pense pour le temps long. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est mettre en place des systèmes robustes qui vont tenir. Euh, et donc, pour répondre en 3 mots à ta question, euh, garder l'audace de la nouvelle technologie, mais en ayant le recul de garder également le temps nécessaire et l'idée nécessaire à l'implémentation sur le temps long. Troisième partie de notre discussion, Jonathan, on va passer maintenant en vision prospective, à la fois donc très tournée vers le futur et l'humain. Ma première question est, je ne sais pas si tu connais le rapport que Microsoft a sorti, c'était l'année dernière à peu près, en 2025, sur ce qu'il appelle l'entreprise frontière. L'entreprise frontière, c'est une entreprise dans laquelle collaborent, bon, en tout cas fantasmée telle que Microsoft l'imagine, dans laquelle collaborent des humains et des agents IA, donc qui ont chacun des rôles et dans lequel globalement des humains deviennent des managers d'agents. Ils ont une formule que j'aime beaucoup qui est de dire que demain, et aujourd'hui on le voit déjà quasiment, les entreprises peuvent acheter de l'intelligence au robinet. J'achète un peu de LLM, j'aime robinet. Et donc là-dedans, dans cette vision-là, toi, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un futur comme ça advenir où il y aura effectivement une collaboration des IA et des humains de manière encore plus forte? Est-ce qu'on peut imaginer demain chatter sur Slack avec des agents qui auront des rôles bien spécifiques? Question sur la prospective. Alors là, les propos n'engageant que moi. Je ne sais pas trop comment le groupe bancaire est allé, mais au niveau prospective, j'aime bien faire de la prospective en faisant de l'histoire. C'est-à-dire que, est-ce que si je me mets 10 ans en arrière et que je regarde les présentations que j'avais préparées pour l'horizon 2025, c'est l'horizon 2030, j'aurais imaginé ce qui est aujourd'hui. J'avais
imaginer la majorité des éléments sauf l'avènement grand public. Je m'étais dit, bon, de toute façon, c'est une technologie qui va s'améliorer, on va suivre la loi de Moore, et donc on va doubler la capacité de calcul à horizon, à une fréquence prédéterminée, mais c'est pas pour autant qu'on va partager ça là au grand public. Et je pense que dans 10 ans, ça sera la même chose. On aura sur des activités de niche des agents qui seront tout à fait pertinents pour valider des transactions, valider des analyses, faire des analyses. Lorsque moi je fais une recherche pour mon prochain voyage, je suis très bien content d'avoir un agent qui va me faire mon programme à l'avance, me dire où aller, que faire et les meilleurs spots que je pourrais avoir. Alors de là à l'implémenter dans les grands groupes, je serais très curieux de trouver des bons cas d'usage et des bonnes manières de penser. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, je pense que les agents, les agents IA ont amené une nouvelle manière de penser la relation clientèle. C'est-à-dire qu'il y a un segment de la population client qui n'est pas adressé parce que la personnalisation est trop chère. Et pour eux, on va être en mesure de leur faire un service personnalisé qui avant n'était pas rentable. Donc c'est peut-être des pistes d'exploration. Après, on pourrait on pourrait passer beaucoup de temps à faire de l'exploration sur les différents cas d'usage et les nouvelles manières de penser euh, l'expérience client à l'ère de l'IA. Même avant d'arriver à ce niveau prospectif, la question, c'est toujours celle de la valeur créée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, quand vous vous projetez, des idées de la valeur que vous voulez créer? Donc, on a parlé déjà pour aujourd'hui, mais pour demain, est-ce que vous y a, ou même pour toi, euh, où est-ce que l'IA doit nous apporter de la valeur en tant qu'entreprise, organisation, personnelle et aussi à titre au niveau de la société? Je dis souvent que l'IA doit pouvoir nous aider sur tous les sujets où une machine devrait être à l'œuvre. C'est-à-dire que je mentionnais tout à l'heure la lecture automatique de documents, le traitement automatique de documents. La valeur ajoutée de donner cette tâche à un humain, de lire ce qu'il y a sur un papier, elle est faible. Euh, je pense que la relation client doit être au centre des échanges, que ce soit dans un groupe bancaire, mais aussi sur un chantier de rénovation ou sur une livraison de paquets ou tout autre service. On doit remettre la relation client au centre. Et donc, si l'IA peut nous faire gagner du temps sur toutes les étapes administratives, mettons de l'IA. Après, ça ne veut pas dire qu'on va saupoudrer de l'IA à chaque fois qu'on a une étape administrative. Aujourd'hui, puis je sais que je t'ai connu à une époque où tu étais plus entrepreneur, justement dans les phases de conseil que tu as pu faire. J'imagine que tu vois, comme moi, sur Internet, différents influenceurs autour des thématiques d'entrepreneuriat et d'IA. Aujourd'hui, où est-ce que tu vois les grandes poches de productivité ou éventuellement même les grandes poches de valeur qui vont être créées? On sent bien que les hyperscalers, les entreprises qui développent des LLM ont gagné une grande part de marché. Quelle est selon toi la prochaine phase? Quelles sont les opportunités qui te semblent être ouvertes aujourd'hui et vraiment pas nécessairement dans la partie finance? C'est une très bonne question. Je vois tous les jours des vendeurs de rêves qui nous disent que pour quelques centaines d'euros, ils ont automatisé Excel, plus un chat GPT, plus je ne sais quel nouvel outil. Je ne pense pas que c'est le cœur de la valeur. Le cœur de la valeur qui va être créé viendra sans doute peut-être de l'intégration de différents acteurs, et en particulier des acteurs de l'énergie et des data centers. Il existe des nouvelles entreprises commencent à émerger, en partie aux États-Unis, mais on le voit plus récemment en Europe avec Mistral, où des groupes intégrés à la fois sur le plan énergétique, sur le plan computationnel et sur le plan IA arrivent. Et à cela s'ajoute le côté blockchain, où on peut imaginer dans quelques années voir des agents IA interagir non plus
avec des comptes bancaires, mais interagir avec des wallets où ils auront un budget prédéterminé pour faire une action. De la même manière où j'appelle mon agent de voyage et je lui dis, vous avez un budget de temps, là, j'aurai mon agent IA de voyage qui permettra de sélectionner. C'est un cas d'usage très B2C. À cela de voir des cas d'usage B2B, je pense que dans les prochaines années, première chose, comme je viens de le dire, on aura l'avènement des sociétés intégratrices verticalement. Et la deuxième chose, on verra l'avènement de sociétés qui implémentent des agents IA pour le B2B où il y a des poches de valeur encore non exploitées. Alors tout à l'heure, tu as évoqué très légèrement la question de l'open source en disant que vous, c'est des thématiques qui sont intéressantes pour vous parce que ça vous permet d'intégrer des modèles, notamment des LLM, qui soient complètement souverains, qui peuvent tourner sur vos infrastructures, vos data centers. Est-ce que l'open source, c'est l'avenir de l'IA? À titre personnel, je pense que l'open source est sans doute l'avenir de l'IA. La majorité des modèles sont parfois open source, sont plutôt open weight. Oui. Donc c'est-à-dire que les poids les poids des modèles, les LLM sont ouverts. On n'a pas la source, donc la source première qu'ils ont utilisée pour entraîner les modèles ne sont pas publics ou j'ai jamais vu encore des modèles où c'était public et d'ailleurs ça ne ferait pas beaucoup de sens parce que on ne pourra pas réutiliser ces données. Donc oui, l'open source est une direction et je pense que de plus en plus les géants d'Internet vont se mettre à partager de manière ouverte euh, les accès à leurs modèles parce qu'ils ont un modèle financier qui repose sur l'usage de tous les services qui sont autour, de services d'aide, des services de conseil, des services d'implémentation de leurs solutions, plus que le modèle en tant que tel. Et notre podcast arrive à sa fin. J'aime bien poser, comme je te disais en intro, une question, et c'est celle de la jeunesse. Aujourd'hui, on voit que l'IA, et on peut le lire dans tous les journaux ou sur Internet, que l'IA prend le travail des juniors. Et donc, alors que c'était une période cruciale, moi je me souviens de très bons souvenirs de mes années où des seniors justement se sont penchés sur moi et m'ont aidé à progresser. Ma question pour toi est la suivante. Comment des jeunes qui sont encore étudiants dans leurs universités, qui sont au moment d'apprendre, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour pouvoir s'adapter au monde qui vient? C'est une bonne question. L'homme a toujours vécu dans, dans des crises. L'homme a toujours vécu dans des moments mouvants. On a la chance d'être ici en Europe dans un environnement en paix. Si je mets de côté les conflits qui nous arrivent de l'Est ou les conflits qui nous arrivent d'Asie, euh, il y a trois choses que je mentionnerais à des étudiants aujourd'hui. La première chose, c'est garder votre audace. Parce qu'on a l'impression que l'IA va tout faire à notre place, ce n'est pas le cas. La deuxième chose, c'est la motivation. Vu que on a l'impression que l'IA va tout faire à notre place, on n'est plus motivé à le faire soi-même. Il faut réapprendre à faire les choses soi-même. Donc c'est la deuxième chose. J'ai dit l'audace, la motivation. Et la troisième, c'est euh, garder le goût de l'effort. Et tu l'as dit, c'est des étudiants. Il faut être éternel étudiant. Et moi-même, je suis éternel étudiant à apprendre et à me mettre au fait des nouvelles technologies. Et j'espère que les personnes qui visionnent ce podcast auront appris quelque chose en regardant notre échange. Et retenez l'audace, la motivation à faire des choses et l'éternelle étude. Merci beaucoup Jonathan, c'est la fin de notre épisode Prompt Fiction. On est ravis que vous soyez là et que vous écoutiez jusqu'au bout. À la prochaine.